Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce live Kate in the USA. Alors je vais juste couper mon son de ce côté-là pour pas être gêné. Voilà, parce que je m'entendais en double, c'est assez désagréable. Eh bien, donc je suis ravie de vous retrouver pour ce live Twitch Kate in the USA. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien moi je suis Kate. Et aux manettes, à la technique, on a l'inénarrable, l'irrésistible, Toi, t'as besoin de quelque chose ce soir. l'imprévisible, Ouais. l'irrésistible Ouais. James. Bonsoir James. Bonsoir. Quelle introduction Ah mais quand même, tu pour un mérites. coucher. Hein. Oui, bien sûr. Non mais sans James, on n'aurait pas cette émission. Alors Ah voilà, oui, oui, c'est c'est sûr. normal de le Sans Kate remercier. aussi, on aurait pas grand-chose. Oui, mais bon, sans technique, on n'a pas grand-chose. Hein. Donc, merci d'être là. Et puis, le dernier membre de l'équipe qui n'est pas présent, mais qui va peut-être pointer le bout de son museau ce soir, eh bien, c'est Indy, c'est notre husky. Bon, qui fait des caprices, de temps en temps il est là, de temps en temps il n'est pas là, il nous fait la surprise. Voilà, donc peut-être qu'il va venir nous rejoindre tout à l'heure. Alors, le principe de Twitch, c'est donc une plateforme qui nous permet d'interagir. Donc c'est une émission qui porte sur la culture américaine. Donc on traite de sujets très précis. La semaine dernière, on a parlé de quoi, James, la semaine dernière? On Bonne a question. parlé, alors on a parlé d'un festival de musique en Woodstock, particulier. ça m'a vachement marqué. Ah oui, t'as bien suivi Ah, je me suis apparemment. éclaté. Je t'ai défoncé pendant 1 heure. Alors James, Avec Sylvie, on s'est pris des trucs de l'espace. Alors, Space cake. Alors James était un peu stone, comme on dit à Woodstock. La semaine dernière, c'était donc sur le festival de Woodstock. Et la semaine qui précédait, c'était aussi un petit peu sulfureux quand même, puisqu'on avait parlé de Las Vegas. Voilà, donc on traite de thèmes en particulier, toujours autour de la culture US, puisque c'est une culture qui nous passionne. Voilà. Alors, je ne sais pas qui nous a rejoint. Si tu peux me dire, James. Plein de monde. On a les Dupnotes, on a Sylvie qui est là, qui c'est qu'on a d'autre? On a Andy, notre national Frankie de National, et l'internaute masqué de mémoire Yvon, c'est ça? C'est ça, merci d'être là. Merci Il y a à tous d'être Poulidor là. également. Il y a, pardon? Poulidor. Poulidor. Ouais, on est en plein Tour de France. Tour de France. Voilà, hein. Alors, il y a Phil aussi qui vient d'arriver. Phil qui nous a rejoint. Merci à tous. Avec Emma Stone, avec Uma Thurman, Emily Blunt et Clint. Voilà. Donc merci à tous d'être là, merci, vous êtes fidèles au rendez-vous et ça fait très plaisir. Et puis on est de plus en plus nombreux. Alors là on a atteint, on est à... Alors Francky, tu me corriges si je me trompe, mais il me semble qu'on est à 116 followers, ce qui est pas mal. Alors, moi j'ai reçu un message de Francky qui disait 120. Hein. Ah bon? Ouais, après on va voir. Bon, on va voir ce qu'il nous dit. Il avait fixé comme objectif 120 pour ce soir. C'était ça la semaine dernière. Ah, il dit 116. Voilà. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est ça. On s'était fixé comme objectif 120, c'est pas mal. On n'est pas très loin. Ça nous permet encore une fois de débloquer certaines fonctionnalités. Donc c'est très très bien. On est sur la lancée, on continue et on est ravis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous avez un chat à droite de l'écran. Et ce chat vous permet d'interagir. Donc, il vous permet de commenter, de donner des exemples, de poser des questions. Enfin, vraiment, vous alimentez le contenu de ce live, de cette émission, grâce au chat. Donc, je regarde vos commentaires, James regarde vos commentaires et on alimente, on enrichit le contenu grâce à vous. Voilà. Alors, on part bien sûr cette semaine sur un thème qui est un thème extrêmement vaste, à l'image d'ailleurs des États-Unis, qui est un pays géographiquement immense. On va parler de la conquête de l'Ouest dans une première partie. Et dans une deuxième partie, on parlera des westerns, puisque évidemment, les westerns, le cinéma américain s'est largement penché sur la conquête de l'Ouest. Et on va parler alors de quelques westerns en particulier, parce qu'il y en a tellement. J'ai été obligée de faire un choix, donc on va cibler et je vais peut-être un peu bousculer certaines idées, on va voir, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, je pense ça va débattre. Voilà, une dernière chose, Francky, il y a aussi Yvon qui m'avait demandé de mettre un chapeau ce soir, vous voyez, je l'ai fait. Alors peut-être que je ne vais pas le garder toute l'émission, c'est à vous de me dire, mais voilà, j'ai mis un chapeau qui vient des États-Unis.
Voilà. Et puis on a décoré, si vous regardez bien, on a décoré avec des objets vraiment qui ont attrait à notre thème. Voilà, il y a plein de petites choses. J'ai essayé aussi de m'habiller, d'avoir le dress code adéquat. Voilà. Moi, je suis à poil, donc tout va bien. Comme d'habitude, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, c'est Mon thème est récurrent. c'est un thème récurrent. C'est un peu lié à Woodstock quand même. Tu es resté bloqué sur Woodstock parce que là, ils étaient quand même assez décontractés à ce niveau-là. Je suis resté aussi sur Las Vegas. Ah, parce que... Ah, d'accord. Mais tout ce qui se passe à Las Vegas... Reste à Las Vegas. Ok, ça va. On rentrera pas dans les détails parce que j'ai un petit peu peur d'avoir des surprises. Alors, Poulidor te dit que le chapeau te va très bien. Ah, merci. Alors, je ne sais pas qui est Poulidor. Et Je ne sais pas si on se l'internaute connaît. masqué également. Ah, merci. Décidément. Est-ce que Poulidor, on se connaît? Alors, il va peut-être nous répondre. Andy te dit également que tu es dans le thème à fond. Ah, merci Andy. Et merci d'être là. La grande classe. Alors, donc ce soir, on va parler d'un véritable mythe national aux États-Unis. On va parler de la conquête de l'Ouest. Alors, la conquête de l'Ouest, c'est vraiment... ça a été pensé comme si les Américains, les colons américains, avaient une mission sur le territoire nord-américain. Et cette mission, c'est de coloniser, d'apporter la civilisation, enfin vraiment combattre la sauvagerie. En fait, c'est la civilisation versus la sauvagerie. Voilà, ils ont considéré qu'ils avaient des droits et qu'ils avaient une mission qui fait partie d'un concept qu'on appelle le Manifest Destiny. Donc c'est la destinée manifeste. Alors je pense que James va nous montrer un tableau de propagande en fait, qui représente ce que c'est que cette destinée manifeste, destin manifeste aussi, vous pourrez entendre cette expression-là. Dans cette expression, alors qui a été utilisée la première fois, c'est au milieu du 19e siècle, je dirais. La conquête de l'Ouest, elle départ dès le début du 19e siècle. Oui. Les États-Unis se sont donnés comme objectif d'agrandir leur territoire. Et donc, la propagande, est-ce qu'on voit le tableau en question? Alors j'ai mis American Progress. Oui, voilà. Alors, la Manifest Destiny a été illustrée par un tableau de John Gast, qu'on voit, qui s'appelle American Progress. Et sur ce tableau, alors au milieu, vous avez une femme un peu angélique. Alors les historiens, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas certains historiens disent que cette femme-là, un peu très épurée, très aérienne, on dit qu'elle représente Columbia, qui serait l'équivalent féminin de l'oncle Sam. On a l'oncle Sam qui représente l'Amérique, et on a Columbia qui représente l'Amérique, mais du côté féminin. Oncle Sam côté masculin, et Columbia côté féminin. Donc on a ce personnage au milieu, là, très aérien, qui apporte la lumière de la civilisation, qui va apporter la civilisation dans des contrées sauvages. Et d'ailleurs, sur l'image, on voit que il y a les Indiens d'Amérique, les natifs, qui sont les vrais habitants du continent américain, les premiers. Eh bien, on voit qu'ils s'enfuient, tout comme les animaux sauvages. Et puis, derrière, on a aussi les colons qui construisent la voie ferrée, le chemin de fer, le télégramme également. Donc, c'est la civilisation qui au fur et à mesure avance. Voilà, c'est la progression, la conquête de l'Ouest, puisque c'était une conquête qui allait d'Est en Ouest. C'est pour ça qu'on appelle ça la conquête de l'Ouest. En anglais, il y a plusieurs expressions. Celle qu'on peut rencontrer, c'est Westward Conquest, donc on est vraiment vers l'Ouest, c'est la première chose qu'on entend. Puis il y a une autre expression qui est plus compliquée, je trouve, à expliquer, parce que en français, comme le terme existe, on va essayer de le traduire. En fait, c'est assez intraduisible. C'est ce qu'on appelle the frontier. Donc, littéralement, on pourrait imaginer que c'est la frontière, mais c'est faussé, parce qu'en français, une frontière, c'est ce qui sépare deux pays, deux États différents. Alors que là, cette frontière, on va le dire en anglais, c'est vraiment la séparation, c'est la progression entre la civilisation et l'état sauvage. Donc c'est vraiment cette progression-là et l'endroit où ça s'arrête en fait.
Et ce concept s'est arrêté, donc cette conquête de l'Ouest qui se manifeste par cette expression de frontier, s'est arrêtée vers 1890. Voilà. Donc c'est début du 19e siècle, c'est un jeune État, les États-Unis, c'est un jeune État. Ils ont conquis leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, puisque ça appartenait à la Grande-Bretagne. Donc la déclaration d'indépendance, c'est 1776, avec cette journée d'ailleurs qu'on a fêtée il n'y a pas longtemps, le 4 juillet. Donc c'est une première étape, il y a 2 étapes. Il y a la signature d'un texte avec les 13 colonies, les anciennes colonies britanniques, du coup, et par exemple la Virginie, qui est la première colonie britannique. Voilà, donc le 4 juillet 1776, on déclare l'indépendance, et c'est le premier pas vers la conquête de l'Ouest. La deuxième étape qui est sous-jacente à ce 4 juillet 1776, c'est quelques années après, c'est 7 ans plus tard exactement. Là, c'est vraiment la reconnaissance de l'État des États-Unis, de son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, c'est vraiment officiel, et de son autonomie. Et c'est à partir de là, c'est à partir du moment où les États-Unis sont un État indépendant, autonome, que la conquête de l'Ouest va vraiment débuter avec ce concept dont je viens de vous parler, Manifest Destiny, cette American Progress et The Frontier. D'ailleurs, c'est juste un aparté, The Frontier va devenir The New Frontier dans les années 60, avec un discours extrêmement célèbre de JFK. Lorsque la conquête de l'Ouest, The Frontier, est un mouvement, on va dire, horizontal, puisque ça va d'est en ouest, et bien The New Frontier, ça sera un mouvement vertical, puisque c'est la conquête de l'espace cette fois. Et ça, on en parlera, si ça vous dit, pendant le live de la semaine prochaine, de The New Frontier et la conquête de l'espace. Voilà, tout ça pour dire que ce jeune État, les États-Unis, une fois qu'ils ont conquis leur indépendance, qui se sont libérés de la Grande-Bretagne et du souverain George III, qui s'appelait comme ça, ils deviennent autonomes et ils s'accaparent cette mission voilà, de répandre la civilisation. Mais il y a un autre point aussi, c'est aussi l'idée qu'ils vont répandre la démocratie, la liberté aussi. Il y a vraiment cette mission-là. Voilà. Alors après, ça peut être discutable, évidemment, puisque oui, on va y a des parler, gens, voilà, il y a des gens qui en ont énormément souffert, puisque c'est un véritable massacre qui est sous-jacent à cette conquête de l'Ouest. Voilà, la grande tragédie de la conquête de l'Ouest, c'est bien sûr les natifs. Il n'y avait pas beaucoup de natifs, il n'y avait pas beaucoup, la population indienne, hein, alors bon, c'est pas très politiquement correct de dire indien, mais bon, on va dire ça amérindienne. C'est un peu réducteur parce qu'il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser. En tout cas, si on dit les natifs d'Amérique, ça sera plus simple. C'était une population d'1 million. Voilà, c'était une petite population et ils ont été décimés. Ils ont été décimés puisque la conquête de ces territoires, eh bien, ça les a fait se déplacer. Au début, il y avait un accord. Il y avait un accord justement avec la Grande-Bretagne. Lorsque les États-Unis n'étaient pas un pays indépendant, il y avait quand même la Grande-Bretagne qui veillait et qui avait dit à la communauté indienne que on ne les déplacerait pas, qu'ils auraient le droit de rester où ils étaient. C'était ça qui était prévu. Et puis avec l'indépendance, avec cette volonté incessante de conquérir de nouveaux territoires, eh bien les choses ont changé. Il y a eu des actes qui ont été signés et qui ont forcé ces populations, ces communautés indiennes à se déplacer. Alors je vais peut-être m'arrêter de parler, faire une petite parenthèse parce que je parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. J'ai pas vu. Rien du tout. Non, tout le monde t'écoute religieusement. C'est toujours pareil, le premier quart d'heure, on est là, on boit tes paroles. Rien du tout, pas et une nous sommes remarque. ivres de t'écouter parler. Nous sommes ivres. Non, il y a l'internaute masqué qui dit la guerre de sécession, pour l'interrogation. Oui. Donc on est d'accord, on est après la guerre de sécession, on est après, forcément. Oui, on est après la guerre de sécession. Mais la guerre de sécession, il y a eu un impact aussi. Alors, j'ai lu des choses en préparant cette émission sur la guerre de sécession et la conquête de l'Ouest. Je vais pas partir sur la guerre de sécession parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'un live à part entière. Voilà, donc on va
voilà, on va recentrer sur cette partie. La- la- les trois points qui font que ça a pu démarrer, c'est cette indépendance. Il y a aussi l'indépendance, enfin l'indépendance. Il y a des parties du Mexique, par exemple la partie nord du Mexique, qui est le Texas en fait, avec le fait que le gouvernement, on va dire, mexicain, il y a eu une insurrection en fait, et le gouvernement mexicain est devenu, le gouvernement, je ne sais même pas si le terme est adéquat, mais en tout cas l'État mexicain est devenu une dictature. Et à ce moment-là, pile poil au même moment, donc là on est à la moitié un peu avant la moitié du 19e siècle, il y a des colons, donc il y avait déjà des colons, il y a 30 000 colons états-uniens. Alors, lorsqu'on lit des choses sur les États-Unis, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on utilise le terme américain. Ils trouvent ça trop réducteur. Donc très souvent, et ça fait bizarre, mais ils utilisent le terme états-unien. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré. C'est vrai que nous, on utilise toujours américain, qu'on parle. Pourtant, américain, c'est pas que les États-Unis. Voilà, mais alors pour cibler, on va parler d'états-uniens. En tout cas, il y a 30 000 colons américains ou des États-Unis qui se sont rendus dans le nord du Mexique pendant la dictature. Ils sont venus armés et il y a eu une insurrection. Et alors la bataille, il y a une bataille très connue qui a été vraiment une catastrophe, un massacre total. Est-ce que James, tu Ouais, vois? il y a pas mal de gens qui commencent à vouloir parler d'Alamo. Je sais pas si c'est là où Mais tu c'est veux ça, aller. exactement, c'est Mm. Fort Alamo, Ouais. exactement. Alors, le général qui menait les troupes, je regarde ma fiche parce que je veux être sûre du nom. Le général qui menait les troupes et qui a mené une dictature, en fait, mais qui menait les troupes mexicaines à Fort Alamo, il s'appelait Santa Anna. Alors, il y a un nom entre Santa et Anna, il y a plusieurs noms parce que ça rallonge, mais on dit de lui que c'était Santa Anna. Donc il y avait cette dictature et il lance l'assaut contre Fort Alamo. Est-ce que Ouais, tu- Santa Anna, ouais, en effet. C'était Poulidor qui posait la question et Phil qui a également évoqué le Fort Alamo. Voilà, et le Mexique appartenait avant à l'Espagne. Et à partir du moment où il a perdu la tutelle espagnole, il y a eu cette dictature qui s'est mise en place. Et le massacre, on dit que c'était vraiment un massacre de Fort Alamo. Et il y a eu la bataille de revanche qui s'appelle la bataille de San Jacinto certainement en espagnol. Voilà, qu'on connaît moins. Fort Alamo, c'est vraiment fait partie du mythe et celle de San Jacinto, certainement en espagnol. L'espagnol m'échappe un peu sur le coup. Est un petit peu moins connu. Donc dans la reconquête de l'Ouest, il y avait quand même aussi une guerre des frontières. Exactement. D'accord. Exactement. Et puis après, le Texas a été acquis par les États-Unis, par le gouvernement, tout comme, alors ça c'est un petit peu antérieur, et c'est ce qui démarre aussi la conquête de l'Ouest en quelque sorte, c'est des acquisitions. Donc il y a l'acquisition bien sûr de la Louisiane et il y a l'acquisition de la Floride. Voilà, deux gros États. La Louisiane étant un énorme État, je crois que ça correspond à 20% du territoire. C'est énorme la Louisiane. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était très grand, mais c'est un grand territoire et c'est Napoléon Bonaparte qui a vendu la Louisiane parce qu'il estimait que c'était trop grand pour pouvoir être protégé, qu'il ne serait pas capable de protéger ce territoire. Donc il a estimé que c'était mieux de le vendre. Et puis c'était une manière aussi de porter préjudice aux Anglais à l'époque, puisque c'était encore... voilà, il y avait encore l'Empire, les colonies britanniques à cette époque. De mémoire, je crois que le Texas c'est légèrement plus grand que la France. Alors, la taille du Texas, là, je ne l'ai pas. Il faudra vérifier, mais c'est possible que ce soit. Non, tu peux me faire confiance de temps en temps. Voilà. Je te fais confiance. De mémoire, le Texas est légèrement plus grand que la France. Voilà, donc l'extension. Pardon, oui. Alors, on a Phil qui nous parle de David Crockett, forcément. The American Dream qui dit 2 fois plus grand. Alors, j'ai pas tout suivi. Alors, 2 fois plus grand pour le Texas, peut-être. Ouais, parce qu'il me semble que c'est une fois la France
Et ensuite, on a l'internaute masqué qui dit tu parles d'une conquête d'est en ouest, pourtant on nous parle souvent des sudistes et des tuniques bleues. Alors là, c'est pas la même, on parle pas du même, on parle pas de la même chose. Ah. La conquête de l'Ouest, c'est vraiment est en ouest. Et, oui. Et là, tu parles du désaccord, on va dire, et de la guerre entre le Nord et le Sud. Ouais. Il me semble, James, tu me. Est-ce que j'ai compris la remarque? Je pense que c'est ce dont veut faire allusion Yvon. Ouais. Voilà, je sais pas si c'est ça, mais précise si j'ai pas compris ta question. Mais là, oui, vraiment, c'est la conquête de l'Ouest, c'est d'Est en Ouest. Voilà, ils sont partis de l'Est et ils ont voulu aller jusqu'à l'océan Pacifique, en fait. C'était ça l'objectif, c'était arriver jusqu'à l'océan Pacifique. Et donc, ça a impliqué de traverser des territoires hostiles. C'est ça, il confirme. Voilà. Et Phil nous dit Chantal Goya, donc a priori, Phil est resté à Woodstock. Alors non, je pense qu'il parle de David Crockett. D'accord. Voilà, qui fait partie du mythe aussi. Mais voilà. Chantal Goya ou David Crockett? David Crockett, j'imagine. David Crockett. Voilà. Mais les grands perdants, la tragédie, la tragédie de cette conquête de l'Ouest, donc qui a été en plusieurs temps, qui s'achève vers la fin du 19e siècle. On est autour de 1890, quand la conquête de l'Ouest est officiellement terminée, je dirais. Ça n'est pas allé sans... Enfin, vraiment, la tragédie, c'est la tragédie donc, des Indiens d'Amérique qui ont été massacrés. Par exemple, la population des bisons. Les bisons, c'était vraiment l'animal sacré pour l'Indien d'Amérique. Ils utilisaient tout dans le bison. Tout était bon. Alors, il y a un slogan... Tout est bon dans le bison. Voilà, d'accord. J'étais sûre que tu allais dire ça. Tout est bon dans le jambon, tout est bon dans le bison. Ouais, mais ils utilisaient tout. Tout était réutilisable. Ils en faisaient des outils, bien sûr. Ils en faisaient des brosses. Bien sûr, ils mangeaient la viande. Ils s'habillaient aussi avec la peau. C'était vraiment leur moyen de survie. Et les colons ont bien compris ça, et ça a été le massacre des bisons. Alors, il y avait un marché de la peau de bison, hein, bien sûr, hein, c'était à des fins économiques aussi, et surtout, j'imagine, mais ils savaient aussi la conséquence que ça aurait sur la population indienne. Et le fait que les bisons est quasiment disparu en quelques années. Il n'en restait plus qu'une centaine, alors que c'était des millions de bisons qui existaient. Ça a vraiment mis un coup énorme à la population indienne. Et c'est vraiment... c'est terrible quand on y pense qu'ils ont traversé. C'est vraiment... les promesses qui avaient été tenues, qui avaient été formulées, n'ont pas été tenues. Et il y a un moment donné, ils les ont forcés à partir, puisqu'ils voulaient toujours conquérir de plus en plus de territoires. Et il y a un parcours. Alors, je ne voudrais pas me tromper de lieu exactement, mais en tout cas, le parcours qu'ils ont dû emprunter jusqu'à l'est du Mississippi. Il me semble que c'est ça, oui, jusqu'à l'est du Mississippi. Ils étaient donc chassés, forcés à partir du territoire qu'ils occupaient jusqu'à présent. Et ce parcours s'appelle la piste des larmes. Et je crois que voilà, c'est vraiment très significatif. Ça veut dire à quel point, alors non seulement c'était la piste des larmes parce que c'était un déchirement de quitter leur territoire, déjà c'est le premier point, mais sur le chemin, il y a eu beaucoup d'Indiens d'Amérique sont décédés pendant le chemin. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la piste des larmes. Voilà, c'est terrible quand on y pense. Alors, on les forçait à partir, à aller bien sûr dans des réserves, à retourner d'un certain territoire à l'est du Mississippi très souvent. Oui, James m'a demandé. Donc on a Sylvie qui nous dit oui, elle en a entendu parler. On a également Arcas Starkiller qui nous dit les Indiens ont pris tarif. Ouais, en effet, oui. On peut confirmer. Dupnote qui nous dit Danse avec les loups. Et Polydor qui nous dit et Buffalo Bill. Donc oui, ça fait tout ça, ça fait bien évidemment partie de la conquête de l'Ouest. Oui, dans la conquête de l'Ouest, forcément, puisque
voilà, dans l'objectif d'agrandir le territoire, c'était avancé, ben, c'était aux dépens de la population autochtone. Et la population autochtone a été dépossédée de ses terres. Il y a eu des révoltes, hein, ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu une guerre avec la population indienne. On a une victoire écrasante justement des Indiens contre l'armée états-unienne, américaine. James, tiens, je t'interroge toi et je te demande. De quoi? Est-ce que tu sais, est-ce que tu te souviens du nom de la bataille? Alors, une bataille qui a eu pour conséquence des représailles massives, extrêmement violentes et catastrophiques, et puis finalement la révolte s'est terminée, mais il y a cette bataille qui a été quand même décisive, en tout cas un massacre du côté de l'armée américaine. Entre qui? Entre les Indiens et l'armée américaine. Alors, exactement, ce sont les Cheyennes et les Sioux contre les soldats. Ouais, c'est Little Big Horn. Et là, ça a été vraiment, ils étaient mieux préparés. Le général Custer, peut-être que tu peux nous montrer sa tête. Custer. Ouais, Custer. Tu l'as? Ouais, ça y est. Alors, le général Custer, il avait des ambitions politiques, il avait des ambitions politiques, il n'a pas attendu d'avoir du renfort, et il a lancé l'assaut, et ça a été à ses dépens, puisqu'ils n'étaient pas du tout prêts, et de l'autre côté, ils étaient prêts. Donc, ça a été un massacre. Une bonne vieille branlée, comme on dit. Voilà. Et par contre, les représailles ont été terribles, et ça a mis fin à la révolte. Donc, on peut dire que c'est un tournant. La bataille de Little Big Horn est un tournant parce que ça a conduit finalement, même si c'est une victoire, ça a conduit à la fin de la révolte. Donc c'était mené, je crois que quelqu'un a parlé de Sitting Bull, il me semble. Non. Non, alors j'ai cru que vous aviez cité Sitting Bull, mais bien sûr il était à l'origine de cette bataille. Avec Crazy Horse aussi, mais je crois pas qu'on ait de photos de Crazy Horse, mais on a eu de Sitting Bull. J'ai ce qu'il faut sur Sitting Bull par contre, si tu veux. Oui, je voudrais bien qu'on le voit. Son portrait est assez connu quand même. On le voit. On le voit régulièrement. Donc Custer contre Sitting Bull. Oui, voilà. Et c'est là, pour le coup, c'est Sitting Bull qui l'emporte, mais c'est une victoire de courte durée. Parce que la suite va être terrible et ça va mettre fin à la révolte. Ils vont se soumettre, ils vont accepter, c'est pas le terme, mais ils vont être obligés d'accepter leur destin, de se déplacer, de partir. Alors en plus, ce qui est terrible, c'est qu'ils étaient tranquilles chez eux, ils étaient tranquilles sur leur territoire, ils étaient peu nombreux, et finalement, ils vont choper tout un tas de maladies, ils vont mourir d'épidémies qui ont été importés en fait. C'était pas eux, ils avaient rien de tout ça. Ils ont attrapé le typhus, ils ont attrapé le choléra, ils ont attrapé plein de maladies. Ils ont souffert d'alcoolisme aussi. Et tout ça à cause des colons en fait. C'est terrible. C'est vraiment, c'est à la fois physique leur souffrance et c'est symbolique aussi. Et d'ailleurs dans les westerns, on va en parler dans une deuxième partie. Dans les westerns, on n'a pas rendu justice. Alors il y a des tentatives de rédemption, je dirais, mais elles sont pas complètes ou elles sont détournées et pas satisfaisantes. Voilà, en tout cas c'est mon point de vue, mais on va en parler et je confrontais mon point de vue au vôtre et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. James, est-ce que tu as des commentaires? Je sais pas. Non, mais ça parle un petit peu. Cluster's Last Stand égale de oui, Little c'est ça, Big c'est Horn. le nom de Little Voilà. Big Horn, exactement. C'est le nom en anglais, oui. Tout à fait. Voilà, et Big Horn, c'est un mouflon. Ah bon, ouais. ok. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est une tragédie, une conquête, donc c'est cette volonté d'agrandir le territoire, cette volonté d'apporter la civilisation sur des terres sauvages et hostiles, voilà, mais c'est aux dépens d'une population qui n'avait rien demandé et à qui on avait fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Et ça, c'est... Alors, il y a eu des mea culpa, bien entendu, hein, mais c'est venu tardivement. Et je ne sais pas si c'est à la hauteur de ce qu'ont vécu les Indiens d'Amérique, les natifs. Je pense pas, non. Voilà.
James, on va arriver à la demi-heure, donc tu es censé nous dire Allez. ce que tu as retenu, si tu as retenu, s'il y a des choses que tu voudrais, sur lesquelles tu voudrais revenir. Allez, ben, je lance le jingle et on se retrouve pour la minute James, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, moi j'ai retenu un truc. Ouais, Ouais, un truc, ce qui est quand même pas mal. Hein. J'ai habité 6 ans dans le District of Columbia et je savais pas qui était Columbia. Donc tu m'as appris quelque chose aujourd'hui, 40 et quelques années plus tard. Donc ça c'est un premier truc. Moi en fait je voulais faire une parenthèse, non pas sur ce que tu viens de dire, mais par rapport à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Une mauvaise information, on va dire, des Américains qui pensent que le mot Redskin, ok, est un juron. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que l'équipe des Washington Redskins à l'époque, qui est aujourd'hui la Washington Football Team, s'est fait entre guillemets déposséder de son nom. Et en fait, pour remettre un petit peu l'église au milieu de la place, ou la place au milieu de l'église, ou la place au milieu du village, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, c'est pas un mot américain. Déjà, le mot Redskin est issu d'un mot français, peau rouge. Parce qu'en fait, c'est les premiers scouts, on va dire les éclaireurs donc, de l'armée française, qui ont croisé les premiers Indiens. Et ces Indiens-là avaient une première particularité, c'est qu'ils se mettaient de la peinture sur le visage et cette peinture était rouge. Et donc, les premiers éclaireurs ont dit à leurs supérieurs, on a rencontré des Indiens qui avaient de la peinture rouge, on aurait eu l'impression qu'ils avaient le visage rouge, que c'était des peaux rouges. Et donc, en fait, les Anglais ont récupéré ce mot-là, non pas un terme entre guillemets raciste ou injurieux sur la couleur de la peau, méprisant, mais uniquement sur le fait qu'ils mettaient de la peinture. Et deuxième chose, ça a été repris quelques années plus tard, lorsque d'autres, on va dire, des scouts également, ou des éclaireurs de l'armée, cette fois-ci américaine, ont rencontré donc d'autres Indiens qui, eux, mettaient un baume qui avait une couleur ambrée pour se protéger des moustiques. Et là, encore une fois, avec beaucoup d'étonnement, ils ont dit, mais c'est bizarre, ils ont cette peau rouge parce qu'elle ne correspondait pas à une peau naturelle, puisqu'il y avait des produits dessus. 30 ans plus tard, ce mot-là est devenu un juron, et plutôt que de réinstaurer la vérité et de réexpliquer la vraie nature du mot, ils ont préféré encore une fois faire le buzz médiatique, fermer les yeux sur la vérité et enchaîner sur le fait que c'est un mot qui est à connotation raciale, alors que à la base, je dis bien la base, hein, je sais que c'est devenu quelque chose de raciste, mais plutôt que d'effacer cette notion-là et de réexpliquer l'histoire comment elle s'est produite, on a plutôt décidé de fermer les yeux et de dire écoutez, c'est un mot raciste, on va le bannir du dictionnaire. Et comment... Dernière chose. Attends, je voudrais rebondir. Ouais, comment tu expliques qu'il y a un lobby natif contre les Redskins si à la base l'ignorance elle est de deux côtés alors? C'est que aux États-Unis tout est question d'argent. Donc on se positionne en fonction du parti qu'on veut par rapport à des questions d'argent. Je te répondrai par une question. Comment tu peux expliquer qu'une high school en Californie utilise le nom Redskins parce qu'ils sont à 99% indiens et ils ont demandé au Congrès de ne surtout pas leur enlever ce nom-là parce que sinon ça allait très mal se passer. Donc eux-mêmes, les jeunes, défendent ce nom-là. Et je terminerai par quelque chose qui est quand même assez hallucinant. Est-ce que tu sais ce que veut dire le mot Oklahoma? Oui, ça veut dire peau rouge, j'allais te dire. Non, ça veut dire terre rouge. Moi j'ai trouvé peau rouge. J'ai cherché. Ça veut dire homme rouge. Exactement. Homme rouge. J'ai cherché Oklahoma. Donc on est en train de dire à tout le monde que le mot Redskins est quelque chose de diffamatoire, qu'il ne faut pas le dire, c'est pas un joli mot. Par contre, il y a un état des États-Unis qui s'appelle Oklahoma, et là par contre, on ne dit rien. Oui. Voilà. Alors ça fait partie. C'est la minute Japs. Voilà, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais ça fait partie de ce qu'on appelle, c'est un phénomène, un courant actuel qui commence à venir en France, hein, ça c'est certain. C'est ce qu'on appelle la cancel culture. C'est la culture de l'effacement. Donc on va effacer tout ce qui pourrait éventuellement être méprisant, mais finalement dans du politiquement correct,
sans trop d'analyse en fait là pour certaines situations. Et, alors sur les Redskins, c'est vrai que c'est un débat énorme parce que c'est tellement un enjeu économique, ça va très très loin, c'est un enjeu économique énorme. Comment s'appelle maintenant l'équipe des Redskins du coup? Ils n'ont pas de nom. Ça s'appelle la Washington Football Team. Voilà, alors ils portent ce nom-là quand même. C'est très intelligent. Bon, après, c'est la capitale. Alors, donc, est-ce que... Non, mais il y a quelque chose de sous-jacent. Et c'est ça, c'est encore plus pervers. C'est que pourquoi l'équipe n'a pas de nom? C'est pour permettre aux fans de continuer d'appeler l'équipe les Redskins en off. Donc c'est complètement pervers. Ça fait 2 ans que c'est une hypocrisie hallucinante, quoi. Oui, c'est une hypocrisie. Mais voilà, c'est la cancel culture. Ça, je pense qu'on peut intégrer ce dont tu viens de parler dans la cancel culture, culture de l'effacement, qui est très très présente aux États-Unis, qui s'accentue et qui commence bien sûr. Tout ce qui commence aux États-Unis un jour arrive avec un temps de décalage, arrive en France. Mais c'est ça. Et on se pose la question justement sur l'Oklahoma. Alors on va renommer l'Oklahoma. C'est quand même. Voilà, après, est-ce que l'histoire... Et pour terminer, encore une fois, je rajoute une couche, mais l'une des députées les plus virulentes de l'Oklahoma, et qui est, c'est encore une fois, c'est hallucinant ce que je vais te dire, hein, qu'on soit bien clair. Hein, hallucinant. Ils se foutent de ma gueule, mais c'est hallucinant, c'est pas grave. Une des députées qui est le plus en faveur pour le bannissement du nom Redskin est une députée de l'Oklahoma et elle est native. Ah oui. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'elle-même, elle représente un État qui s'appelle Homme Rouge et elle va essayer de bannir le mot Redskins du vocabulaire populaire. Après, c'est de la politique, donc il y a des enjeux qui nous dépassent un peu et elle répond à une attente. C'est même pas sûr que ce soit sa conviction à elle. Peut-être que non, sûrement que non d'ailleurs, mais elle répond certainement à une demande. Elle s'adapte. Voilà. Mais voilà, on peut s'interroger là-dessus. C'était une bonne réflexion, une bonne digression, mais qui est un rapport, hein. Bien sûr. Et Sylvie nous parle aussi de Gone with the Wind, qui aussi subit la foudre aux États-Unis. Oui, alors maintenant, ce qu'il était prévu, c'est que avant de pouvoir, par exemple sur des plateformes, si le film Gone in the Wind, Autant n'emporte le vent, est sur une plateforme, il était question de mettre en introduction une courte vidéo d'un prof d'histoire, d'un universitaire, qui remettrait dans le contexte historique l'œuvre pour qu'elle soit, voilà, pour pas. Alors l'idée, c'est pour ne pas blesser les minorités, pour ne pas remettre en contexte. Alors finalement, remettre en contexte, c'est pas si mal, mais on va pas s'en sortir. Ils vont pas s'en sortir. Voilà. Bien sûr qu'une œuvre est faite dans son contexte historique, et il faut remettre dans le contexte et il faut expliquer. Maintenant, tout effacer, tout renier, on est aussi parce qu'il s'est passé avant. On se construit par rapport à l'histoire et par rapport à des choses qui sont antérieures à nous. Donc c'est de l'hypocrisie là aussi. Il y a de l'hypocrisie, et encore une fois, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que si par exemple tu vas acheter des coins, tu sais les Américains sont très fans de collections de coins, on va retrouver des coins donc natifs dans le... Il y a encore sur les natifs là. Voilà, qui sont... Parce qu'on était passé à l'esclavage. Ouais, excuse-moi. Tu vas en trouver à $800 sur internet et ils vendent ça tranquillement, enfin c'est du foutage de gueule, quoi. Et en fait, c'est de l'hypocrisie parce que c'est pas parce que Autant n'emporte le vent montre une version romancée de l'esclavage que l'esclavage n'a pas existé. C'est pas pour ça. Et d'ailleurs, il y a des artistes qui combattent l'esclavage et qui continuent parce que l'esclavage continue d'exister. Hein. Il n'y a pas que l'esclavage du passé, il y a un esclavage moderne. Et il y a beaucoup d'artistes qui continuent de se battre. Voilà. Et c'est pas parce qu'on va supprimer des œuvres qui ne correspondent pas à nouveaux critères que l'esclavage va disparaître pour autant. Il a existé, et voilà. Et au contraire, il faut en parler pour que les générations soient au courant, parce qu'il y a rien de pire que l'ignorance finalement. Tout ça, c'est l'ignorance, et on fait le lien avec ce que tu as dit précédemment par rapport aux Redskins, quoi. Ouais, c'est avec ça, mais c'est assez incroyable.
Voilà, bon alors on va revenir donc Yes. dans une deuxième partie, on va Il revenir continue à se foutre de ma gueule, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'hallucine encore. Je dirais même que c'est mieux, c'est hallucinant. Super hallucinant, méga hallucinant. J'ai plus de mots, hyper, méga, mort de rire. Ah ouais, tu t'es fait... C'est pas grave, je m'en fous, je me suis lâché. Ouh, ça fait du bien. Voilà, donc la conquête de l'Ouest, c'est cette destinée manifeste, cette mission que se sont attribués finalement eux-mêmes, hein, comme une mission divine, de conquérir de nouveaux territoires, d'agrandir leurs territoires, d'apporter la démocratie, la liberté dans des territoires non colonisés. Et c'est ce qu'on appelle the frontier. Donc c'est cette avancée jusqu'à un endroit où on est en terrain non civilisé et terrain civilisé. Voilà, c'est ça. Et ça s'est arrêté en 1890 et The New Frontier après a pris le relais. Mais ça, c'est dans les années 60, on y reviendra plus tard. Donc voilà, c'était d'est en ouest jusqu'à l'océan Pacifique. Et à la télévision, au cinéma, bien entendu, la conquête de l'Ouest, on la connaît grâce à ça finalement. Hein. C'est vraiment un thème qui a beaucoup inspiré les scénaristes. Ça, on a bien sûr la télévision qui s'en est inspirée. Alors, j'ai relevé quelques séries, déjà, dans un premier temps. Bien sûr, Wild Wild West, donc avec Robert Conrad, dont James est très très fan. Ah ouais. On a à ça, finalement, c'est l'histoire des pionniers. Hein, alors, ça peut paraître un peu ridicule de nos jours, un peu désuet. Mais plein de bons sentiments, toutes ces valeurs là qui sont défendues, bien sûr, bon, voilà, ça peut paraître un peu ridicule maintenant avec le temps qui a passé, mais la petite maison dans la prairie, Little House on the Prairie, avec Michael London, qui avait déjà précédemment fait un western, une série télé western, c'était Bonanza. On a dans les séries télé, alors là on remonte un petit peu dans le temps, on a la série avec Clint Eastwood, tu as l'affiche de Yes. Rawhide. Voilà, donc il y a pas mal de séries télé qui sont des westerns ou qui parlent de la conquête de l'Ouest ou des pionniers. Voilà, tout ça, ça en fait partie. On a des choses un peu plus récentes que je ne connais pas, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à en parler. Godless, qui est apparemment une série très bien western. Et une série qui est entre deux eaux, je dirais. Alors je sais que Phil630628 aime bien cette série, c'est Westworld, et là on est entre deux mondes Je suis justement. pas étonné. Hein. Voilà, c'est vraiment, voilà, je vous conseille Westworld, qui est une adaptation. Conseil Westworld, toi? Oui, je vous conseille Alors Westworld. laquelle de version? Parce que la dernière version, elle est quand même un peu en bois, quoi. Alors la version de la série télé est inspirée, l'adaptation, la remake Avec de Hugh Brynner. Moon West, c'est. D'accord, avec Hugh Brynner. Ouais. C'est ça? C'est ça. Et tu conseilles ça, toi? Bah, après, Ok. on se fait une idée. Enfin, moi, j'ai bien aimé la première saison. Après, j'ai un peu décroché, c'est vrai. Mais la première saison, Donc tu j'ai bien conseilles aimé. quelque chose sur lequel tu as décroché. Mais j'ai bien aimé la première Ouais, saison. Voilà. Mais après, ça veut pas être. Moi, je suis pas parole d'évangile. Donc Non, mais je- je conseille des trucs que tu regardes pas. Alors, je ne conseille pas. Je ne vais pas conseiller. Je vous parle. Alors, Andy conseille également Westworld. Qui ça? Andy conseille Ah, également voilà, Westworld. Andy, ben voilà. Phil a dit qu'il avait décroché également. Voilà. Mais la première saison est pas mal. Et les Dupnotes n'ont pas aimé. Ah, voilà. Au moins, c'est clair. Mais pour pouvoir aimer ou pas aimer, il faut regarder. Oui ou non? Oui, oui, oui. Moi, j'ai regardé la première saison de trop. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que on en vienne au western. Ah, alors. Alors, le western, c'est un genre, en fait, qui a débuté... ça a commencé assez tôt, en fait, puisque ça a commencé dès le début du XXe siècle. Donc, le cinéma n'était pas parlant, il y avait déjà des westerns. Le tout premier western... Alors, j'ai pas mis l'affiche du film, j'aurais dû, parce que j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait l'affiche de The Great Train Robbery, donc l'attaque du train, quoi. Alors si James entre-temps la retrouve, Essayer, hein. c'est très très vieux, hein, puisque c'est 1903. Donc on n'ose même pas imaginer qu'il y avait des films en 1903, mais il y avait déjà des films, et des films muets, bien sûr en noir et blanc, évidemment. Mais voilà, le tout premier western, c'est The Great Train Robbery. Voilà. Est-ce que James, tu peux nous trouver... Je vais essayer de trouver ça, ouais. Voilà. Et la plupart, bien sûr, des films qui sont des westerns
bien sûr, se passe bien après la fin de la conquête enfin, après la conquête de l'Ouest, forcément après la conquête de l'Ouest, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la conquête de l'Ouest s'achève en 1890, donc il y a quelques années qui séparent forcément la fin de l'événement et le traitement par l'industrie hollywoodienne en particulier, qui s'empare de la conquête de l'Ouest. Voilà, alors on a dans les westerns, on a toujours un motif récurrent, donc on a l'Indien, il y a souvent des plans d'Indiens de profil qui sont, voilà, c'est vraiment la figure qui revient régulièrement, l'Indien de profil immobile, et c'est inspiré, alors les cinéastes de western, finalement, ils se sont beaucoup inspirés de peintures, d'œuvres picturales, et c'est pour ça qu'on retrouve ces motifs dans les westerns. Le premier point sur lequel je voudrais venir, c'est sur les langues indiennes. Voilà, dans les westerns, il y a une injustice énorme qui est faite encore une fois. Alors, non seulement physiquement, ils ont été massacrés, on les a dépossédés. Symboliquement, ça a été très compliqué pour eux, mais même dans le cinéma, ils ont été assez malmenés. Jusqu'à ce qu'il y ait le cinéma parlant, ça pouvait aller. C'est en gros jusqu'à la fin des années 20. Jusqu'en 1927, on attribue les premiers films parlants à l'année 1927. Jusque-là, ils étaient moins maltraités. Mais à partir du moment où il y a eu le cinéma parlant, ça a été catastrophique. Alors, il y a des choses qui nous sont un peu étrangères, on ne fait pas très attention, mais quand on est natif, bien sûr, on est extrêmement sensible à ce genre de choses. La langue, c'est vecteur de valeur, c'est extrêmement, c'est intrinsèque à une culture. Et la langue indienne a été très malmenée. Certains scénaristes, lorsque c'était les Indiens qui s'exprimaient, eh bien, ils ne se compliquaient pas la vie. Après, il y a des réalisateurs qui se sont donné la peine d'avoir des universitaires, des gens capables de traduire dans la langue. Mais au tout début, ce qu'ils faisaient, on reviendra sur Danse avec les loups, bien entendu, mais au début, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient l'anglais, donc je sais pas, des phrases en anglais, et ils l'inversaient à l'enregistrement pour donner l'illusion d'une langue étrangère, mais en fait, ils se donnaient même pas la peine de traduire dans les langues sioux ou c'est vraiment des benets en fait, à ce moment-là. Alors au début, et c'était vraiment extrêmement méprisant à l'égard des natifs, c'est vraiment, voilà, le mépris. Et la langue est très, comme ça véhicule beaucoup de valeurs, c'est très symbolique, et le fait de la mépriser autant, c'était très très dur. Et par exemple, John Ford, dans La Chevauchée Fantastique, vraiment, il malmène, on dit que il a fait un deuxième film après, qui s'avère être son dernier western, qui s'appelle Cheyenne Autumn. Il est venu en rédemption, en fait. Il a voulu un petit peu se racheter de ce qu'il avait fait dans La Chevauchée Fantastique avec John Wayne. On ne l'a pas dit, mais bien sûr que western, je pense que tout le monde, la première personne à laquelle on pense, le premier acteur auquel on pense quand on parle de western, c'est John Wayne. Et dans La Chevauchée Fantastique, il y a John Wayne. Il est dans tous les westerns, donc dans pratiquement tous les westerns. Il y en a qui n'a pas fait, tu crois? Alors, il y en a qui n'a pas fait, bien entendu, mais il est tellement western que voilà, il est emblématique du western quand même. On peut pas le nier. Voilà, et John Ford a extrêmement malmené la communauté indienne. Il a essayé de se racheter, mais on verra plus tard que ça n'a pas été une grande réussite. C'est vraiment ça, c'est méprisé. Alors, il y a d'autres réalisateurs qui ont essayé de faire des efforts par rapport à la langue. Alors, on parlait de Danse avec les loups. Effectivement, Kevin Costner, il est dans un mouvement un petit peu... il s'oppose à tout ce qui a été fait précédemment. Il a eu plein d'Oscars en plus, son film est extrêmement emblématique. Mais en fait, il a déplu aux natifs. Et ça, je ne le savais pas. Et c'est en préparant cette émission que j'ai vraiment découvert. Pour moi, c'était le film qui faisait l'unanimité avec ses paysages extraordinaires, une musique, vraiment John Barry fantastique. Et en fait,
j'ai découvert que les natifs n'ont pas du tout apprécié Danse avec les loups. Parce que l'objectif de départ de Kevin Costner, c'était justement de s'opposer à tout ce qui avait été fait jusqu'à présent, avec la description d'un Indien violent, méchant, extrêmement caricatural. Donc lui, il a voulu faire le contre-pied de ça, mais il a inversé la tendance. Lorsque précédemment les westerns présentaient le méchant indien et le gentil blanc, et bien lui il a fait exactement l'inverse. Il a décrit le méchant blanc contre le gentil indien. Et c'est trop... Enfin, les Indiens perçoivent ça comme caricatural. Il a inversé la tendance et il n'a pas fait mieux finalement. Ouais, c'est capillotracté quand même. Ouais. Alors non, c'est pas capillotracté parce que c'est Graham Greene qui quand même qui joue l'un des personnages principaux. Pourquoi il a joué alors? Il a joué. Il a gagné de l'argent. Pour revenir à la langue, il s'est senti aussi un petit peu... alors, méprisé n'est pas le terme, mais c'était extrêmement frustrant pour lui parce qu'enfin, quelqu'un se souciait de la langue. Et bon, là, il y avait un problème parce que lui, il est iroquois et on lui a demandé de parler du Lakota, qui n'était pas du tout sa langue et qui ne comprenait pas du tout. Et en plus, la personne qui a traduit en langue indienne était une femme et elle a fait des traductions avec des tournures grammaticales féminines. Et donc les personnages masculins natifs qui parlent dans Danse avec les loups, eh bien, ils parlent avec des structures grammaticales féminines. Voilà. Alors nous, c'est des choses qui nous échappent complètement, vraiment. Mais en tout cas, paradoxalement, alors que l'objectif était de faire plaisir et de réhabiliter les natifs, eh bien, ils l'ont pas très bien perçu parce que pour un film qui était censé être du point de vue de l'Indien, eh bien, finalement, c'est pas trop le cas. La voix off, c'est John Dunbar. C'est pas un Indien qui raconte. Tout est vu sous l'angle de John Dunbar. Quand il y a une soirée, lui, il est en recul et on comprend furtivement que la communauté là, a scalpé des blancs. Et il est choqué. Il dit que là, il comprend qu'il y a un fossé entre les deux. Voilà, c'est pas dit sous l'angle des Indiens. C'est encore une fois John Dunbar qui raconte son histoire. C'est un flashback, comme beaucoup de westerns d'ailleurs, forcément, hein, c'est souvent des flashbacks. Et il raconte son histoire sous son point de vue à lui. Donc ça reste un point de vue de blanc qui se veut positif sur les Indiens, mais les Indiens, les natifs, ont trouvé ça pas tout à fait correct et très caricatural. Voilà. Et j'ai découvert ça en préparant cette émission. Je pensais que ce film faisait l'unanimité. Même la conception du temps dans le film n'a rien à voir avec la conception du temps qu'ont les Indiens. Rien n'est fait du point de vue de l'Indien. C'est un film hollywoodien, clairement. Et c'est pas un film du point de vue de l'Indien. C'est un film du point de vue de John Dunbar. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, le film. Mais si on revendique que le film est fait de l'angle indien, c'est une nouvelle, enfin partiellement d'un point de vue des natifs, eh bien c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est pas vendu pour ce que c'est. Même si ça réhabilite et que c'est une forme de mea culpa. Alors il y en a certains, quand on lit des articles sur le film, qui disent que c'est une façon de se donner bonne conscience, mais finalement c'est une réhabilitation qui n'est pas satisfaisante, qui est incomplète en tout cas. Oui, alors on a Phil qui nous dit le public mondial ne l'a pas vu ainsi, et puis il y a pire. Moi je vais te poser une question, est-ce que tu connais, tu sais qui est Michael Blake? Michael Blake, non. Michael Blake, c'est celui qui a écrit le scénario en fait. Et en fait l'histoire elle est super intéressante, ça prend 2 petites secondes, après je te laisse, parce que ça me rappelle donc une interview que j'ai vue de Kevin Costner qui explique qu'un jour il a un de ses potes qui est en galère, qui a plus de boulot, voilà, donc il le prend chez lui et donc ce mec-là, il commence un petit peu à écrire des trucs, etc. Mais il est vachement anti Hollywood, il arrête pas de critiquer, il arrête pas de casser du sucre, etc. Et à un moment donné, Kevin Costner, il dit écoute, tu m'as saoulé, t'as beau être mon pote, mais tu vas dégager de chez moi, donc il le dégage de chez lui parce qu'en fait ce mec-là, il l'insupporte quoi. Et puis quelques années plus tard, il va retrouver ce mec-là dans un diner,
crois que c'est dans l'Arizona. Et donc, comment ça va et tout. Et il lui dit, écoute, franchement, je sais pas ce que j'avais, j'étais dans un mauvais trip et tout. Donc il est serveur, hein, je suis dans un mauvais trip, etc. Mais à l'occasion, si tu veux bien lire ce que j'ai écrit, ça peut être pas mal, ça peut t'intéresser, etc. Et donc Kevin Costner explique que c'est comme ça qu'en fait, il a récupéré le scénario de Danse avec les loups. Parce que ce gars-là, en fait, qui était entre guillemets un loser à la base et qui était toujours en train de critiquer le système d'Hollywood, etc., s'est mis à écrire ce truc-là et a réussi à pondre quand même ce qui reste pour moi un chef-d'œuvre des westerns, quoi. C'est étonnant parce que quand tu expliques la façon dont ça s'est, enfin, donc la façon dont c'est perçu par les Indiens, enfin, par les natifs, pardon. J'ai pas le sentiment que Michael Blake ait été vraiment compris parce que c'était pas du tout, il était pas dans le trip hollywoodien, quoi. Pas du tout. Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai lu en préparant. Et on pourra pas le savoir, il est mort en 2015. Alors, notamment, je vous conseille cet ouvrage qui s'appelle Méditation westernosophique. Donc, c'est un philosophe qui s'est penché sur tous les westerns, enfin beaucoup de westerns, et qui en a fait une analyse philosophique. On pourrait croire que dans le western, c'est extrêmement manichéen. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche au western, on dit que c'est manichéen. Et là, il démontre que c'est un petit peu plus complexe que ça, qu'il y a vraiment une recherche et une réflexion qui est assez poussée. Et on va parler d'un film en particulier qui, pour moi, a une réflexion vraiment très intéressante. C'est L'homme qui tua Liberty Valance. Voilà, mais pour revenir à Danse avec les loups, voilà ce qu'on reproche, enfin, ce que les natifs reprochent à Danse avec les loups, c'est cet inversement en fait, cette inversion, je ne sais pas si inversement ça se dit d'ailleurs, cette inversion, il idéalise une culture au mépris d'une autre et finalement c'est pas juste non plus, c'est mieux. Évidemment que c'est mieux, je crois que c'est Phil 630628 qui a dit ça, c'est mieux que précédemment. Quand par exemple on voit dans certains westerns qui précèdent Danse avec les loups, où le personnage des Indiens est incarné par des acteurs blancs. Déjà, on a une avancée. Les acteurs ce sont des vrais natifs, donc bien sûr, on a une avancée. Dans beaucoup de westerns, par exemple, alors je sais plus quel film, mais l'acteur Jeff Chandler, il jouait, voilà, c'est un acteur blanc qui joue l'Indien, le natif. Alors, mais après, on peut vraiment se poser la question, est-ce que c'est toujours pareil. Est-ce que c'est mal d'avoir un acteur blanc qui joue l'Indien Est-ce que c'est pas aussi une manière de leur rendre hommage? Non, moi je suis honnête avec toi. Quand je vois Will Smith jouer dans Wild Wild West, ça me rend fou. Oui, parce que tu es attaché à Robert Conrad. Ouais, mais donc du coup, il y a quand même à un moment donné, voilà, il faut quand même qu'on garde une certaine cohérence, quoi. C'est surtout ça. Après, de ce que tu expliques, franchement, donc en gros, si j'ai bien compris, quand les blancs font des westerns où les blancs sont les gentils, les indiens sont les méchants, les indiens râlent, enfin les natifs râlent, et quand on inverse les rôles, les natifs râlent quand même. Non, à un c'est pas moment donné, ça. Il faut quand même se positionner, quoi. C'est un petit peu plus, fin que ça, je dirais. Ouais. Excuse-moi. C'est juste que quand on revendique que son œuvre est vue de l'angle des Indiens, c'est pas tout à fait le cas puisque John Dunbar est en voix off tout le long. Donc de toute manière, dès le départ, c'est la vision de l'homme blanc. Tout est fait par rapport à l'homme blanc. Donc, donc si Danse avec les loups avait été écrit par un natif, là, dans ce cas de figure, le film était nickel, quoi. Non, c'est-à-dire que c'est pas exactement... tout est vu du point de vue natif. Imagine un natif faire exactement le même film, mais t'es sûr que t'as la communauté blanche qui va réagir en disant ouais, mais c'est sûr, c'est un natif qui fait un film sur les natifs qui sont les gentils et les blancs qui sont les méchants. Oui, mais tout est un peu biaisé quand il est dans la communauté des Sioux. Les Sioux sont les gentils. Ils sont d'ailleurs, on dirait des hippies, trop cool et tout. Et puis ils sont en opposition avec les ponies. Et eux, c'est les gros méchants. Voilà, c'est quand même les gentils contre les méchants. Voilà, c'est un peu caricatural. Il a fait le choix des Sioux. Les ponies, même dans la manière de les représenter, ils sont durs. On dirait qu'ils sortent de Mad Max, les ponies.
finalement, il prend un point de vue qui ne peut pas être le sien. C'est artificiel. Voilà, c'est juste c'est ce un qu'on lui roman aussi, reproche. hein. Oui, c'est sûr. Mais quand on revendique encore une fois le point de vue natif, c'est pas tout à fait le cas. C'est un très beau film. Mais j'aime bien, je voulais susciter un débat. Est-ce que vraiment tu penses que Michael Blake et du coup Kevin Costner voulaient revendiquer vraiment le point de vue des natifs? Il voulait un renversement du point de vue. Il voulait. Est-ce que c'est pas leur point de vue à eux, tout simplement? Voilà, il donne son point de vue et son point de vue, c'est que les natifs sont les gentils et les blancs sont les méchants. Mais c'est un petit peu caricatural aussi. Bon. Voilà, Jamais content, hein. Mais ça n'a. Non, mais c'était délibéré. Je voulais justement susciter le débat. Mais voilà, c'est ce que j'ai lu et je voulais vous le soumettre. Voilà, que il fait pas tant l'unanimité que ça, alors qu'il fait l'unanimité dans le monde entier, puisque bon, en plus il a eu plein d'Oscars, la musique est envoûtante, tout est parfait, les paysages, voilà, sont à couper le souffle. Voilà, mais c'est ce que j'ai lu. On a Yvon qui nous dit, c'est vrai, j'imagine un film sur la Chine avec des acteurs avec les yeux nombrilés. Eh ouais. Oui. Tu fais un film sur le Kenya avec des blancs, c'est quand même bizarre aussi, non? Voilà, donc c'est ce qu'on reprochait, au film, au western autrefois, et il y a eu un avant, un après. Alors juste une petite anecdote que j'ai lue, c'est que dans certains westerns bien avant, hein, il y avait des figurants quand même Navarro par exemple, de la tribu Navarro, et bien ils faisaient exprès de parler dans leur langue. Il y avait des passages où on leur demandait de parler de leur langue et ils disaient n'importe quoi exprès et les gens qui étaient là comprenaient rien et ça passait comme une lettre à la poste alors qu'ils disaient n'importe quoi exprès. Voilà, c'est un truc que j'ai lu en préparant. Voilà, bon alors après oui, il y a des gens qui considèrent que ce film-là, Danse avec les loups, c'est un moyen de se donner bonne conscience. Alors c'est peut-être donner un peu trop d'importance. Voilà, je pense qu'il voulait pas faire de mal à la communauté indienne. Au contraire, il voulait lui rendre hommage, dire que c'était une ode à la nature, à cette communauté extrêmement proche de la nature et des animaux. C'était ça, je pense, son intention de départ. Mais en disant qu'il voulait au moins partiellement montrer le point de vue des natifs, bah, c'est pas tout à fait ça. Voilà. À chaque fois qu'il va pour montrer ce qu'était vraiment par exemple le scalp et tout ça, il élude. On voit pas. Comme s'il rejetait tout ce qui n'est pas en accord avec ses propres valeurs à lui finalement. Il ne montre que ce qu'il veut montrer. Et du coup, c'est pas objectif. Voilà, c'est subjectif, mais toute œuvre est subjective. On pourrait en faire une disserte de 4 heures, forcément. Oui, James. On a Yvon qui nous dit, après ça reste du cinéma, un rôle ce n'est pas forcément ses convictions. Et alors, moi je suis d'accord ce qu'il dit sur les acteurs, parce qu'au final, un acteur il vient, on lui demande de jouer un rôle, il joue un rôle. Scénariste, c'est pas pareil quoi. Scénariste, tu mets quand même de ta propre conviction dans ce que tu écris, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Dupnote qui nous dit ça reste quand même un très beau film. Oui, bien sûr. Et puis voilà. Mais c'est bien aussi d'aller à l'encontre de. Poulidor, d'accord avec toi. Qui ça? Poulidor est d'accord avec toi. D'accord, c'est bien aussi. Mais ouais, mais c'est un éternel second, Poulidor. C'est ça la problématique. Non, mais c'est bien aussi d'aller contre le consensus de temps en temps et mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et d'en discuter. Après, c'est un doigt de pied que t'as mis dans la fourmilière. J'ai mis un orteil. Pas un doigt de pied, un orteil. J'ai mis un orteil dans la fourmilière. Mais c'est bien, ça permet d'échanger et de voir les choses un peu d'un autre angle. Voilà, ça reste un très bon film. Je savais que la conclusion, ça serait celle-là. Mais je voulais voir comment vous alliez réagir. Et je voulais parler d'un autre film. Alors, il y en a tellement de westerns, on pourrait en parler des heures. D'ailleurs, on a dépassé, mais je voudrais juste finir sur ce film-là qui est vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre que j'ai vu. Tu vas faire des malheureux, hein. Je vais faire des malheureux. Alors allez-y. On n'a pas parlé d'Il était une fois dans l'Ouest. Oui, on n'a pas parlé de la trilogie du dollar. Bien sûr. On n'a pas parlé de notre ami Le Bon, la Brute et le Truand. Nos amis du Bon, la Brute et le Truand. Bon, on va juste faire quand même. On est obligé de parler de Sergio Leone, évidemment. On ne peut pas passer à côté de Sergio Leone. Allez, ça va, on se donne 5 minutes de plus. Alors, Sergio Leone, bon voilà, la particularité de Sergio Leone,
c'est que il est italien, il vivait pas sur le continent américain, il est né à Rome, voilà. Il avait un père réalisateur, donc il a été quand même nourri de films, il a grandi accompagné de films et accompagné de films américains et de leur vision. Donc en fait, son cinéma, c'est une manière de représenter ce qu'il avait vu lui-même. C'est une mise en abîme en quelque sorte, si on utilise ce terme littéraire. Et alors effectivement, il y a la trilogie du dollar. Alors, on va essayer de les citer sans se tromper. Alors, le premier, pour quelques dollars. Non, voilà, j'étais sûre que j'allais dire. Pour une poignée de dollars. Pardon? Pour une poignée de Pour dollars. une poignée de dollars et quelques dollars de plus. Et bien sûr, le bon, la brute et le truand. Voilà, bon, cette trilogie, Western Spaghetti, c'est la manière dont on le dit en anglais aussi. En français, on dit les Western Spaghetti. En anglais, on dit les Spaghetti Westerns. Bien sûr que c'est considéré comme quelque chose d'un peu méprisant pour les Anglais, pour les Italiens, pardon. Western Spaghetti. Voilà. Alors, ça vient d'où exactement, Western Spaghetti? Parce que c'était des westerns qui ont été faits par une production italienne, en fait. C'était en Italie, ouais. Et Sergio Leone. Et entre chaque prise, il mangeait des pâtes. Voilà, certainement. Bien sûr, avec la musique d'Ennio Morricone, qui est, voilà, on peut pas dissocier Sergio Leone et Ennio Morricone, et ça a contribué énormément. Enfin, c'est un ensemble, quoi. C'est un tout. Il était une fois dans l'Ouest, évidemment. J'ai lu que la scène d'ouverture, je m'en souvenais plus, donc ça m'a remémoré ça, que la scène d'ouverture d'Il était une fois dans l'Ouest, justement, parce que c'est considéré comme un nouveau départ. Ce film-là est une transition par rapport à la trilogie du dollar. C'est un nouveau départ, une nouvelle manière de voir les choses, et il voulait que le spectateur comprenne que c'était une transition. Donc au début du film, on a une introduction avec 3 personnages, sans musique justement, pour casser avec ce qu'il avait fait précédemment, et avec juste des sons. Chaque personnage correspond à un son. Des gouttes d'eau, voilà, et ça, c'est très étudié. Alors, tout à l'heure, tu disais que c'est tiré par les cheveux, mais alors j'ai lu... De quoi? Que mon analyse de Danse avec les loups était un petit peu tirée par les cheveux. Non, je n'irai pas jusque-là, j'étais un peu fort. Alors là, il y en a carrément... Alors, il y en a carrément qui disent que cette scène d'ouverture d'Il était une fois dans l'Ouest, qui est un monument, parce qu'on s'en souvient, tout le monde s'en souvient, ça serait inspiré de tableaux du XVIIe siècle, avec ce qu'on appelle les vanités, avec les têtes de mort, les mouches, des miroirs, et tout ça, Il était une fois dans l'Ouest, se serait inspiré de ça. Tout ça pour dire que quand on dit que les westerns, c'est manichéen, c'est extrêmement simple, c'est peut-être plus intellectuel que ce qu'on croit. Voilà. Et bon, on ne peut pas parler trop longtemps de Sergio Leone, malheureusement, mais on fera peut-être un spécial de Sergio Leone. Mais bon, il est italien, hein, il n'est pas américain, ouais, et nous, on est dans il fait des films des westerns. Il a fait des westerns. C'est américain, les westerns. Voilà, mais moi, je voulais terminer sur L'homme qui tua Liberty Valance, qui est mon western préféré. Après, voilà, il y en a tellement. On aurait pu parler de La rivière sans retour, il y en a énormément avec Marilyn. Mais je voulais terminer sur celui-là. Donc c'est un film de John Ford. Impitoyable, évidemment, Django Unchained. Je pense qu'on fera un autre live. Django, on peut le mettre de côté. Je pense qu'on fera un autre live sur les westerns, vraiment consacré qu'aux westerns. Il y a des codes dans le western. Il y a des codes dans le western. Et il n'y a aucun code du western dans Django. Alors là, moi, j'aimerais qu'on parle de L'homme qui tua Liberty Valance, excuse-moi. Alors, il a fait justement, il n'a pas répondu au code de l'époque, on est dans les années 60, il y avait la couleur, et bien lui, non, il a dit, je m'oppose à ça. Bien sûr, les producteurs, ils avaient peur de la concurrence de la télévision, donc ils voulaient des films qui en mettent plein la vue, avec de la couleur, des grands paysages, des choses vraiment qui cassent par rapport à la télévision. Ben lui, non, il avait compris qu'il y avait quelque chose à faire. Il a fait le choix d'un film en noir et blanc, alors qu'il avait accès à la couleur, et d'un film entièrement en studio, donc un peu artificiel. Mais la réussite de ce film, c'est l'opposition entre le mythe et la réalité. Alors, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu L'homme qui tua Liberty Valance, mais c'est vraiment sur le mythe et la réalité. Il y a bien sûr un homme qui est tué,
un hors-la-loi qui est tué. Alors, il y a quand même un spoil monstrueux, encore une fois, de la part de nos Français. Hein, parce que dans le titre The Man Who Shot Liberty Valance, quand on dit chat, ça ne veut pas dire tuer. On est bien d'accord. Alors, de toute On lui a manière. tiré dessus. Oui, d'accord, mais on Là, le sait. encore une fois, les Français, bim, ils te cassent le film en deux, quoi. Oui. C'est pas grave. Alors, mais on Poursuis. Ouais. Comme dans Les Évadés, n'est-ce alors, pas Phil on va pas revenir sur les évadés, sinon on a pour jusqu'à 3 h du matin. Mais alors là, la particularité, je vais aller vite, mais ça demanderait du temps pour qu'on échange. Par contre, on est entre nous là. La particularité de la fin de L'homme qui tua Liberty Valance, c'est qu'on a pour la première fois 2 points de vue. On a ce tir qui, quand on voit, on ne sait pas qui a tué justement Liberty Valance, on le découvre à la fin. On sait qui est à l'origine du meurtre. Mais le choix est fait de ne pas dévoiler la réalité. C'est-à-dire qu'on comprend que le mythe se fait sur un mensonge. D'ailleurs, il y a une citation de John Ford dans le film. C'est lorsque le mythe rencontre la réalité, le mythe, on imprime le mythe. Autrement dit, la réalité importe peu. Tout ce qui va permettre de contribuer au mythe, on va le garder. Donc c'est vraiment l'homme qui tua Liberty Valance, c'est vraiment une réflexion sur ça. C'est qu'est-ce qu'on privilégie, la vérité ou la légende et le mythe. Et c'est vraiment ça. Bon, je ne vous spoile pas pour ceux qui n'ont pas vu, mais on a vraiment à la fin un vrai twist. Et on comprend, et franchement... J'ai la phrase. Oui, parce que je ne l'ai peut-être pas cité exactement. On est dans l'Ouest ici. Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende. Voilà, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai dit. Parce que moi j'ai dit mythe, légende, bon, bref, ça voulait dire à peu près la même chose. Mais c'est beaucoup mieux quand c'est dit par la vraie citation, effectivement. Par Tom Donifon. Ouais, tu as dit quoi? Tom Donifon. Oui, c'est un des personnages. C'est celui qui est interprété par John Wayne. Et c'est lui qui dit ça. Attends, c'est John Wayne ou James Stewart? Attends, tu m'as dit quoi? C'est l'avocat? Tom Donifon. Alors, Tom Donifon, il me semble que c'est le... Vérifie, mais... On vérifiera. Est-ce que c'est James Stewart ou... J'ai plus les noms précis en tête là d'un coup, ça m'échappe. Bon, c'est soit John Wayne, soit James John Stewart. Wayne qui joue le rôle de Tom Donifon. Voilà, c'est donc John Wayne, c'est le personnage de John Wayne qui dit ça, puisque c'est Lee Marvin, Liberty Valance, qui est tué, et James Stewart, qui est le jeune avocat, qui devient sénateur, qui se sert du mythe, justement, mais c'est un mythe qui est basé sur un mensonge. Voilà, et ce film, c'est cette réflexion entre le mythe et la réalité, et sur quoi sont fondés les mythes. Et ça fait la boucle avec le mythe de la conquête de l'Ouest. Spoil pas tout parce que c'est un chef-d'œuvre, faut vraiment. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Faut vraiment le voir. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, c'est vrai que le format, le fait que ce soit en noir et blanc, que ce soit en studio, ça peut freiner. Mais quand on a l'analyse, alors notamment dans ce bouquin-là, il y a une analyse super de l'homme qui tua Liberty Valance. Quand on a une analyse, quand on nous explique bien le film, on se rend compte à quel point c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Alors il y a les Dupnotes qui disent j'ai pas vu, mais ça donne vraiment envie. Oui, merci. Si c'est le cas, c'est l'objectif. Vraiment, vas-y. Alors il est ressorti il y a quelques années, même au cinéma. Je crois que ça vaut le coup de le voir au cinéma. Et moi j'ai eu la chance de le voir avec le gars en fait qui a écrit ce bouquin et qui nous a expliqué des plans, des scènes. Et quand on nous explique vraiment comment ça a été fait, voilà, c'est encore mieux. Et c'est certainement pour ça aussi que j'aime beaucoup ce film. Mais indépendamment, c'est vraiment ça vaut le coup d'œil. Et puis c'est un des premiers films, si ce n'est le premier film, avec ses points de vue à la Tarantino. Bon, Tarantino, il s'est juste inspiré d'autres réalisateurs, hein, voilà. Mais il s'en cache pas, hein, il est plein de références. Hein, il a jamais dit qu'il avait inventé. Au contraire, c'est un cinéma de référence. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Je suis désolée, je sais que c'est extrêmement frustrant. Il y a tellement de westerns, il y a tellement de choses qui ont marqué
notre jeunesse, notre histoire. C'est vraiment, voilà, il y en a tellement. Il y a des gens, voilà, Sergio Leone, c'est c'est un dieu, quoi, hein, un demi-dieu. Ennio Morricone, n'en parlons pas, voilà. Voilà, voilà, il y a tellement à dire ça pourrait faire l'objet d'un autre live avec plaisir. Surtout qu'on on a quand même pas parlé une seule fois de Clint Eastwood quand même. Ah oui, alors, on en a parlé sur Rawhide. Ouais, on a évoqué Rawhide, on a évoqué Le Bon, la Brute et le Truand, Oui. mais il a réalisé, il a joué dans tellement de... Bien sûr. Parce que tout à l'heure, mais tu qui disais, sont c'est plus marrant, comme contemporains. quoi on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Tu as dit John Wayne, c'est Monsieur Western quelque part, quoi. Bah, c'est les deux. Ah, mais pour moi, même pas du tout, quoi. Ah ouais, Parce bon, c'est une que question de génération. pour moi, John Wayne est une caricature américaine, quelqu'un de surfait et que je n'aime pas du tout. Alors que Clint Eastwood, trouve-moi un film pas bon de Clint Eastwood. On je doit peux te pouvoir lever trouver, tôt. mais c'est pas le. En réalisateur, je te demande de Non. te lever très très tôt pour m'en trouver un. Alors d'ailleurs, Clint Eastwood, dans La Conquête de l'Ouest, il devait apparaître dans la scène d'ouverture dont on a parlé tout à l'heure et il a refusé parce qu'il a estimé que ça pouvait nuire à sa carrière d'être dégommé au bout d'un quart d'heure d'un film. Et du coup, il a refusé de jouer dans La Conquête de l'Ouest, qui était censé faire la jonction entre l'avant et l'après pour Sergio Leone. Voilà. Il a refusé. Il voulait avoir les trois mêmes acteurs et Clint Eastwood a refusé. J'avais juste une question parce que là j'y pense. Dans Retour vers le futur 3, est-ce que c'est Le Bon, la Brute et le Truand qui est parodié avec le morceau de métal là? Est-ce que c'est Le Bon, la Brute et le Truand? Je crois pas. Ben, c'est l'un des trois en tout cas. C'est dans la trilogie du dollar. Alors je sais plus. Ah oui, je pense que c'est The Good, The Bad and the Ugly en anglais. Donc il y a Yvon qui dit ça peut faire même un thème de live et je pense que c'est carrément. Et Clint Eastwood, ah, mais je carrément. pense, on attaque des monstres du cinéma et il faut y consacrer minimum 1 heure. Ouais, oui, même Sergio Leone, on aurait pu en parler pendant 1 heure. Mais bon, ça nous. Là, on était. On nous a teasé. Voilà, c'était un teaser pour voir si c'était un thème qui vous intéressait et je pense que c'est un thème assez extrêmement vaste. Voilà, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour parler d'un maximum de choses. Mais voilà, il y en a tellement que ce sera l'objet d'un autre live. Je pense voilà, je voudrais juste, avant qu'on se quitte, ou est-ce que ceux qui veulent, on fait un petit after très rapide, mais avant de vous quitter, je voulais juste vous donner quelques petits rendez-vous. Alors, quand est-ce qu'on se retrouve? Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live qui sera cette fois consacré à la conquête de l'Ouest, à la conquête de l'espace. Après la conquête de l'Ouest, cette conquête horizontale, je dirais, eh bien, on va passer à la conquête verticale et la conquête de l'espace. Là, bien sûr, on va parler de guerre froide, forcément. Voilà, on parlera de ça la semaine prochaine. Je vous conseille un autre live sur Twitch qui s'appelle Backstage. Si vous le cherchez sur Twitch, ça s'appelle B-Stage. C'est un copain à moi qui est comédien et qui a créé son Twitch. C'était aujourd'hui la première, c'est de 11h30 à 12h30. C'est un comédien qui reçoit les comédiens du Festival Off d'Avignon, donc tous les matins. Il fait des interviews de comédiens qui jouent. Il va avoir Marc Jolivet, il va avoir beaucoup de beau monde dans son live. Donc je vous le conseille, c'est le matin. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve sur Top FM. Alors, j'ai pas encore le contenu de ma chronique, donc je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce même Yves, donc mon pote comédien, sera mon invité dans l'émission. Donc voilà, si ça vous dit de nous écouter sur Top FM 88.6 ou sur l'application de 7h à 9h dans le Good Morning de Christian Vidal en rediff le soir de 21h à 23h. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Et je crois que je vous ai tout dit. Et puis on se retrouve sur Instagram, TikTok, Twitter et tout ça. On n'a pas trop lu Francky aujourd'hui. Il était très, je sais pas, il était studieux peut-être aujourd'hui. Mais il nous donne une alerte chiffre, tu as gagné un follower de plus. Ah super, voilà, merci à ce follower de plus de nous avoir suivis. Et puis merci surtout à tous ceux qui nous regardent en rediffusion. Alors moi j'hallucine, pour citer James, c'est hallucinant quoi. Là on est à pratiquement 300 vues en rediff du live de Woodstock. J'en reviens pas. Et j'en suis ravie et je vous remercie. Donc merci à ceux qui nous regardent en rediff.
Internaute masqué te demande, donne le lien de ton ami, s'il te plaît. Alors, le lien de mon ami, de Yves in the Street, alors c'est B-Stage. B et Stage, comme la scène. Voilà, ça s'appelle B-Stage. Et je ferai de la pub sur ma page Facebook. Kate in the USA. Il y a Francky qui a mis un petit mot là. Ah, super. Merci Francky, qui est toujours au rendez-vous. Et puis, il connaît Yves aussi. C'est pour ça. Voilà, Ouais. je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez... Bah, je crois que Sylvie, elle est Elle chaud s'est patate endormie. pour un... Non. Elle a envie d'un petit after. Alors, donc, elle a envie d'un petit after, mais alors, oui, alors, allez. on va peut-être lancer le générique le temps Allez. que tu te prépares. Allez, c'est parti. Alors, on a droit à quoi? Avance un petit peu, baisse le... Tac. Un peu par là. Voilà, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Ah bah ça c'est Titanic ça. Mais tu pouvais laisser le temps. Ah bah je sais pas, j'ai pas le droit de jouer moi. Attends, tu mets une... C'est trop facile. Vas-y, recule un petit peu. Bon, j'ai pas dit Titanic, hein. Allez, c'est Dupnote qui a trouvé l'or en premier. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On va voir si Phil 630628 gagne quelque chose ce soir. Alors, depuis le temps qu'on dit qu'ils vont gagner quelque chose, il faudrait peut-être le faire. Les Dupnotes. Ben oui. Alors, on va voir ça. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est français. C'est français. Ah bah, j'ai pas trouvé, c'est français. Mais on est dans Kate in the USA quand même. Oh, Oui, mais bon, c'est quand affligeant. même un film français qui... De merde. qui s'est beaucoup inspiré... Pléonasme. C'est beaucoup inspiré du cinéma américain et vice-versa. Et vice versa. On a personne qui trouve là. Alors, on a une main avec une... Qu'est-ce que c'est là? Alors, c'est une comédie musicale Comédie musicale en plus. extrêmement connue avec des sœurs. Un homme, une femme. Avec des sœurs. Phil a dit un homme, une femme. Avec des sœurs. Phil a dit un homme, une femme. Bon, moi j'ai trouvé. Bon. Ouais, le Dupnote. Parapluie de Cherbourg? Exactement. Yes! Ça fait 2 pour les Dupnotes. Et Sylvie s'est encore endormie sur son clavier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Andre the Giant. Mais tu l'as pas montré ça déjà? Le catcheur, on l'avait déjà vu, non? Chet. Alors, Francky nous dit... Ah oui, pour les Dupnotes, toujours dans le coup. Eh oui, ils sont toujours dans le coup, les Dupnotes. Barton Fink. Non. Ah non. Ça, on l'a déjà fait, ça. Eh ouais. Mais on l'a pas fait, ça là? Ah, moi je suis sûr, le catcheur il me dit quelque chose. Hein. Décale-toi un peu. Par là. Hop. Hop, recule. Barton Fink, non, c'est pas ça. Shit. On voit pas la dernière là. Vas-y, décale-toi par là. Hop, hop, hop. Bouge plus. Un paquet. Alors, je vous donne des indices? Ben, déjà, si tu peux bien montrer et pas trop bouger, vas-y. Va falloir les scanner ces trucs-là. Hein. Sylvie nous dit Rocky. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas mal. Bien essayé, Sylvie. Bon, j'avoue que alors, moi, je suis perdu complet. Alors, est-ce que vous voulez un indice? Une machine à écrire. Déjà, Rocky, une machine à écrire. Est-ce que je ne me suis pas trompée de page? Bah, je sais pas, moi. Non, non. Tu nous as montré. Allez, repose-toi bien. Non, c'est ça. Alors, Dupnote me dit oui, indice. Andy nous dit c'est trop dur. Enfin, c'est Alors, dur. attendez, je vérifie que c'est la bonne page. Ah, bah, alors, en plus, si déjà tu sais même pas quelle page c'est, quel type de film Non, c'est, parce que- on va jeter l'éponge là. Hein. Qu'est-ce que Rocky j'ai... dans les cordes là. Vous me mettez le doute, là, à ne pas trouver. Le doute t'habite. Ah ouais, mais vous l'avez dit, ouais, c'était Barton Fink. Ah bah oui, ben voilà, ben oui, on Eh le ouais. savait. Dupnote. Ouais. Voilà. Et Dupnote à nouveau. Désolée, c'était Dupnote, pas ça que je encore voulais. une fois, Dupnote, Barton Fink, première réponse, c'était la bonne réponse. Bon, par contre, est-ce que je peux mettre celui que je voulais mettre parce Allez, que vas-y, j'ai... mets celui que tu veux mettre, parce que celui-là, je suis sûr qu'on l'avait vu la semaine Oui, dernière. oui, c'est sûr. Ah ouais. C'était pour voir si vous suiviez. Ben oui, alors là, Isaël suit, ça c'est sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vas-y, avance légèrement, recule un petit peu.
Alors, on a un mec avec un Allemand. C'est un Allemand, c'est un Nazi. Ah là, tu donnes Également. des indices. Hein. Ah ben, on les voit, hein. On voit qu'il y a un Allemand avec un... Ah, je crois que j'ai trouvé. Hein. Ne dis rien. Et Gamard, le Pispalu, réalisateur CW Batst. Film culte. Ouais. Et ouais, je pense que Phil a trouvé, c'est Inglourious Basterds. C'est ça. Bien joué Phil. Good job. Alors, j'ai juste... Aïe. Alors, Sylvie arrive juste après et elle met Inglourious Basterds. Si elle avait juste écrit Inglorious, peut-être qu'elle aurait fini devant Phil. Voilà. Elle a voulu être exhaustive. Elle a voulu être précise. Et exhaustive. Hey. Voilà. Bravo les Dupnotes. C'est les Dupnotes qui l'emportent à nouveau. Dupnote, Phil, Sylvie également qui a participé. On peut les féliciter tous. Bravo, Hein, ils ont bravo. gagné notre plus grande considération, ce qui est déjà pas mal. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire que la semaine prochaine, pour le live qui sera consacré à la conquête de l'espace, il y aura... Alors là, on a fait un after, comme d'habitude. Il y aura un before qui sera une... Ah, c'est vrai. Voilà, qui sera une interview. Je vais recevoir ici même un artiste peintre qui a vécu très longtemps aux États-Unis et qui a travaillé pour Broadway, qui a fait des costumes pour Broadway. Il est devenu designer et il est rentré en France pour finir sa carrière en France plus ou moins. Voilà, il veut retourner aux sources et donc il m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Donc il sera avec nous de 20h à 20h30 la semaine prochaine, mais je communiquerai sur les réseaux sociaux. Ça serait bien que vous soyez là, histoire de lui poser des questions. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait un travail vraiment... je pense que ça vous plairait. C'est avec une influence de Dali un petit peu. C'est très chouette ce qu'il fait. Il s'appelle Phil Valli, V-A-L-Y. Phil Valli. Alors, voilà. J'avoue, je comprends plus rien parce que j'ai Phil qui me dit Picasso, Sylvie qui me dit tu t'habilles en cosmonaute. Oui. Va falloir Kate en IT, en IT. Ça c'est cool, trop bien. Expliquez-moi. Alors, qu'est-ce que je dois expliquer? Je sais pas, moi j'ai écouté le gars qui vient, c'est un cosmonaute, c'est ça? J'ai rien compris quoi. C'est un cosmonaute qui peint comme Picasso. Alors, pas du tout. La semaine prochaine, oui. Nous avons un live de 21h à 22h15 sur Twitch qui sera consacré à la conquête de l'espace, puisque c'est la suite de la conquête de l'Ouest. Ça, c'est une première chose. D'accord. Lors de nos lives, nous avons un after. Et bien la nouveauté, parce qu'il faut des nouveautés dans la vie. Et on a un peintre. Il y aura. Et il s'appelle Picasso. Alors il ne s'appelle pas Picasso. Phil Picasso. Il s'appelle Phil Valli, qui nous écoute. On se salue. Peut-être que Steve nous écoute aussi, qui est son neveu, donc je vous fais un petit coucou. Donc... Je suis un boucan, Sylvie a dit que je suis un boucan, excuse-moi, on parle de Picasso et de cosmonaute, moi je comprends plus. Alors, il serait plus inspiré par Dali, mais c'est pas du tout, il fait pas du Dali, mais ça serait plus, voilà, si on devait comparer, ça serait un peu ça, ce côté onirique, et pas du Picasso, mais c'est du surréalisme. Et voilà, donc il sera ici même la semaine prochaine de 20h à 20h30. J'aurai le plaisir de lui poser quelques questions et vous êtes bien sûr les bienvenus. Et si vous avez des questions à lui poser, ça serait pas mal que vous alliez, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur son travail, c'est Phil Valli. En tapant sur Google, vous trouverez plein de choses sur lui. Il a bien sûr Instagram, Facebook, il a tout ce qu'il faut. Il est très suivi. Et puis je me demande, est-ce qu'il peint dans l'espace? Alors il ne peint pas pour l'instant dans l'espace. Ça ferait un beau mix tout ça. Ça viendra plus tard peut-être. En tout cas, il a des photos avec Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, enfin... Ah ouais, la classe quoi. La fille de Catherine Zeta-Jones et de Michael Douglas qui porte un vêtement qu'il a créé. C'est génial. Donc voilà, donc je suis très fière. Ah je suis ouais, pas peu fière. Il y a de quoi là. Voilà. Tu montes en level quand même, ouais, hein, ça rigole plus là. Hein. Ouais. Ça commence à taquiner. Hein. Voilà. Bon, ça va. Bon, je crois qu'on peut se laisser, on peut se quitter. Hein. Bon, écoutez... Excusez-moi, je tousse. Prochaine émission. Prochaine émission. Super. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, notre slogan tiré de Titanic, Make each day count. Et puis, passez une bonne semaine. Fuck yeah. Ah oui, mais ça manquait. Il a pas trop dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, une fois. Mais je l'ai glissé, tranquille, paisible. Tranquillou. On se retrouve la semaine... On se retrouve, pas, on se retourne pas, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, merci encore. Bonne soirée, bonne nuit, bye.